Bonjour. Alors, bienvenue dans ce nouveau cours de physique mise à niveau. Aujourd'hui, on va continuer l'étude de la dynamique, mais maintenant, on va quitter le domaine des objets en équilibre, puis on va regarder ce qui se passe quand les objets sont pas en équilibre, parce que, évidemment, dans la vie de tous les jours, les objets sont pas toujours en équilibre. Ok? Donc, on va commencer avec un rappel de ce qu'on a vu dans le dernier cours, qui est l'exemple, euh, qui est l'exemple numéro un. Donc, on vous dit l'objet 2 suspendu au bout de la corde a une masse de 4 kg. L'objet 1 a une masse de 22 kg. La corde C fait 25 degrés par rapport à l'horizontale. Tous les blocs, tous les objets sont immobiles, mais on précise que l'objet 1 est sur le point de glisser. Okay, donc déjà en partant, si on se souvient des notions qu'on a vues dans le cours sur le frottement, d'être sur le point de glisser, il y a ici on nous parle indirectement. C'est une formulation qui nous indique qu'on a affaire à un objet dont la force de frottement statique qui subit est égale à Fs max, là, la plus grande force de frottement statique possible d'exercer sur cet objet-là. Donc on vous demande de tracer les forces qui agissent sur l'objet 1 en premier lieu. Donc, voyons. Ah, ok, excusez. Donc si je prends mon objet 1, puis que je viens tracer les forces qui agissent sur lui, euh, on remarque que j'ai quatre forces qui agissent sur lui. Okay? Donc les différents types de forces, on se souvient, c'est toujours les mêmes. On a les poids, les tensions, les normales et le frottement. OK? Donc, excusez, j'essaie de le mettre ici. Bon, donc c'est toujours les mêmes types de forces auxquelles on a affaire. Le poids, donc le poids, c'est l'action de la gravité. Donc évidemment, notre objet 1, il y a une masse, mais il y a un poids. Donc c'est la grandeur de la force gravitationnelle avec laquelle il est attiré vers le centre de la Terre. On a ensuite poids, tension, normale, frottement. Donc on a une tension, oui, il y a la corde A qui tire sur l'objet 1, donc l'objet 1 va subir une tension dans la corde A. Normal, ben, l'objet 1 est déposé sur la table, donc la table l'empêche de passer à travers. La table va donc exercer une force sur l'objet 1 orientée vers l'objet 1. Donc la force normale pousse toujours sur les objets. Ok? Puis pour terminer, dans cette situation-là, ce serait impossible d'avoir un objet qui soit en équilibre. Ok? Il pourrait être en équilibre vertical parce qu'on a des forces qui tirent dans les deux directions, mais horizontalement, ça serait impossible parce qu'on a une force qui le tire vers la droite, mais il n'y a aucune force qui le retient vers la gauche. Donc, il y aurait tendance à accélérer vers la droite. Nous, on précise qu'il est immobile, donc une force qui le retient vers la gauche, c'est une force de frottement. C'est d'ailleurs, même si on pourrait dire tout de suite que c'est du frottement statique parce que notre objet est immobile. Ok? Euh, donc, c'est les forces qui agissent sur l'objet 1. On va ensuite tracer les forces qui agissent sur l'objet 2. Donc, sur l'objet 2, excusez, sur l'objet 2, il y a deux forces qui agissent sur l'objet 2. Ok? Donc, il y a le poids. Ok? L'objet 2 étant un objet qui a une certaine masse, ben, il va être attiré vers le centre de la Terre avec une force dont la grandeur est proportionnelle à sa masse. Ensuite, vous avez aussi une corde qui le retient pour l'empêcher de tomber. Donc, c'est la corde B. Donc, ça va être la tension dans la corde B. A priori, il n'y a aucune raison de supposer que les tensions dans les cordes A et B sont identiques. Okay? Ces cordes-là sont reliées par un nœud, sont attachées l'une à l'autre. Il n'y a aucune raison qui nous permet de croire que c'est la même tension. Donc, on ne pourra pas le supposer. Finalement, on vous dit de tracer le. Bon, il manque des systèmes d'axes. Donc, moi, par définition, pour simplifier la. C'est parce que ce cours-là, généralement, vous pourriez le suivre sans professeur à la limite. Là. Euh, Par habitude, c'est plus simple, peut-être au niveau conceptuel, de mettre toujours les axes XY de la même façon. Moi, ce que je vais vous montrer, parce que c'est ça qu'on va commencer à faire, puis ce que je fais déjà avec vous, c'est important d'indiquer dans quelle direction pointent nos axes, okay, quand on va vouloir trouver la solution à ça. Donc, les forces, elles, ont leur existence propre. Il faut faire attention. Le système d'axes, c'est juste un outil mathématique qui nous permet de résoudre le problème. Donc, les forces ont une existence qui est indépendante du choix de système d'axe qu'on fait. La réponse à la question ne devrait pas dépendre du choix de système d'axe qu'on fait. Okay. Ce qui est ce qu'on observe généralement, en fait toujours.
Mais ce qui me dit aussi que moi, au lieu de mettre X et Y comme ça, moi j'ai tendance à mettre juste un axe ici, X par exemple, parce que j'ai juste des forces en une dimension. Finalement, on dit tracer le diagramme des forces qui agissent sur le nœud. Donc ici, sur le nœud, on va tracer un nœud. Puis, on va regarder les forces qui agissent sur le nœud. Donc, sur le nœud, vous avez les trois cordes qui tirent sur le nœud. Donc, le nœud est un peu écarté entre trois forces qui tirent sur lui. La tension dans la corde B, la tension dans la corde A. Vous remarquez aussi, les forces tirent toujours sur les objets. Les tensions, pardon, tirent toujours sur les objets. Donc, c'est une des raisons d'ailleurs pourquoi on ne va pas essayer de tracer les forces directement sur le schéma qui est ici. Là. Okay? Donc, si j'essayais de tracer les forces directement là-dessus, ça devient mêlant. Excusez. Ça devient mêlant. Donc, est-ce que la corde tire sur A ou tire sur A comme ça? Donc, en séparant les objets, un autre désavantage, un autre avantage, là, des avantages qu'on a, c'est que ça devient facile d'identifier les forces qui agissent sur les différents objets, sur les différentes parties de mon montage. Parce qu'on se souvient, c'est important, c'est très important quand on veut poser qu'un système ou qu'un objet est en équilibre, ben, il faut s'assurer qu'on a regardé l'ensemble des forces qui agissent sur cet objet-là. Ici, le nœud, vous remarquerez, on n'a pas mis de poids. Pourquoi? Ben, on considère que la masse de la corde est totalement négligeable devant la grandeur des tensions qu'il y a dans la corde. Donc, c'est une approximation, mais qui est valable parce que souvent, nous, on travaille avec des cordes qui n'ont pas de masse essentiellement, okay? Qui ont une masse négligeable devant les autres forces dans les problèmes. Euh, Déterminer la grandeur de la tension dans la corde B. Ben, comment on fait? Bon, premièrement, sur quel objet je vais regarder les forces si je veux trouver la tension sur B. La tension sur B n'agit pas sur le bloc 1, donc ça ne sera certainement pas sur l'objet 1. Maintenant, entre l'objet 2 et l'objet 3, mais ce que je remarque, c'est que sur l'objet, sur le nœud ici, j'ai trois forces inconnues, les trois tensions. Puis j'ai juste deux axes, donc je vais avoir une équation à X, une équation à Y. J'ai besoin de trois équations si j'ai trois quantités inconnues. Donc, je ne serai pas capable en regardant le nœud. Par contre, si je regarde l'objet numéro 2, sur l'objet numéro 2, qu'est-ce que j'ai? J'ai un poids dont je connais la grandeur, puis je vais juste avoir un inconnu qui est TB. Donc, je vais regarder les forces qui agissent sur l'objet 2. Si je veux trouver, donc ça c'est la question D. Donc, je vais regarder trouver l'ensemble des forces qui agissent sur l'objet 2. Je sais que l'objet 2 est en équilibre, donc la somme des forces qui agissent sur lui doit donner 0. L'ensemble des forces, si je les additionne toutes, ils doivent s'annuler mutuellement pour donner un objet qui est en équilibre, qui n'a aucune force résultante qui le tire ou qui le pousse. Donc, quelles sont les forces? Donc, ici, j'ai juste des forces des composantes en X. Donc, je vais traiter juste les composantes en X qui agissent sur l'objet 2. Quelles sont ces forces-là qui ont des composantes le long de l'axe des X? Ben, j'en ai deux. J'ai la tension TB qui tire vers les X positifs. Puis j'ai le poids de l'objet 2 qui tire vers les X négatifs. Donc je sais que la tension de l'objet B, pardon, la tension dans la corde B est égale au poids de l'objet 2. Le poids de l'objet 2 est une caisse de 4 kg, donc ça donne M2 fois G, 4 fois 9,8, 39,2 Newton. En E, on vous demande de trouver la grandeur de la tension dans la corde C. Donc, ayant déterminé la tension dans la corde B, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais remonter. Moi, ce que je fais souvent, c'est, bon, ok, je viens de regarder les forces sur 2, j'ai trouvé la tension B, je vais remonter B, puis remarquer que B est attaché aux autres cordes au niveau du nœud. Donc, je vais aller faire les forces sur le nœud maintenant. Donc, en E, je sais que les forces qui agissent sur le nœud doivent toutes s'annuler vectoriellement. Donc ça veut dire que si je prends TA, que j'y ajoute TB, que j'ajoute TC, ça me donne une somme vectorielle nulle ici. Okay. Euh, donc ici, par contre, j'ai des forces en deux dimensions. Donc si je veux que mon nœud soit en équilibre, mais il faut que les composantes en X des forces qui agissent sur le nœud s'annulent. Puis il faut que simultanément les composantes en Y des forces qui agissent sur le nœud s'annulent. Pourquoi? Ben, on se souvient, les composantes horizontales et les composantes verticales n'ont pas d'influence les unes sur les autres. Si je pousse sur un objet verticalement, ça ne va pas le faire bouger horizontalement. Okay? Donc les forces horizontales et les forces verticales
ne sont pas rattachées les unes aux autres. Le mouvement horizontal est indépendant du mouvement vertical. Les forces horizontales sont indépendantes des forces verticales. Donc moi, qu'est-ce que je connais? OK, ensuite, pardon. Je vais faire la liste. Ensuite, c'est quoi l'étape suivante? C'est de faire la liste de toutes les forces qui ont des composantes en X, puis la liste de toutes les forces qui ont des composantes en Y. Donc, en X, qu'est-ce que j'ai? Deux forces qui ont des composantes. La tension TA tire directement le long de l'axe des X, puis en plus, elle tire vers les X négatifs. Donc, je vais avoir moins TA ici. La tension TB tire directement sur le long de la verticale, donc elle n'a aucune composante horizontale. Elle n'apparaîtra pas là. Puis TC, elle, TC, elle a une partie horizontale, une partie verticale. La partie horizontale de TC tire vers les X positifs. Donc, plus TCX ici. C'est les deux seules forces qui ont des composantes en X, la somme doit donner 0. En Y, j'ai une partie TC qui tire le long de l'axe Y. Cette composante-là tire vers les Y positifs. Donc, genre plus TCY. J'ai la tension TB qui tire vers les négatifs. Donc, TB égale 0. Bon, parfait. Moi, je remarque que je vais devoir décomposer mon vecteur TC déjà en partant, mais je sais que TA va être égal à TCX et que TCY est égal à TB. OK? Donc, TB, je connais sa grandeur, je l'ai déterminé juste avant. OK? Donc là, si je cherche TC, qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder juste mon vecteur TC ici. Donc TC ici, on a dit que TC était orienté à 25 degrés de l'horizontale. Donc ça c'est TCX, ça c'est TCY. Donc je sais par exemple que le sinus de mon angle de 25, qui est égal au côté opposé sur l'hypoténuse, est égal à quoi? Est égal à TCY sur TC. Donc qu'est-ce que je connais? Je connais TC, Y, et je cherche TC. Donc je vais multiplier par TC des deux côtés, puis diviser par sinus de 25. Donc ça me donne la grandeur de la tension TC qui est de 92,8 newtons. Donc ça c'est la réponse à E. Et donc on est rendu à la page suivante, excusez. Ensuite, en F, on vous demande de trouver la tension dans la corde A. Ben, je sais que TA est égal à TCX. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais trouver TCX. Si TCY est relié au sinus de 25, TCX va être relié au cosinus de 25. Donc, excusez, cos de 25 est égal à quoi? Côté adjacent, TCX sur hypoténuse TC. Okay? Donc, TCX est égal à TC fois cos de 25. Donc, à 92,8 fois cos de 25. On trouve que TCX est égal à 84,1 newton. Puis, TA étant égal à TCX, on trouve TA est égal à 84,1 newton, qui est la réponse à F. En G, on vous demande de trouver le coefficient de frottement statique entre l'objet 1 et la table. Donc là, on va aller regarder les forces qui agissent sur l'objet 1 maintenant. Okay? Donc, on va se concentrer sur l'objet 1. On sait que l'objet 1 est en équilibre, donc il faut que la somme vectorielle des forces qui agissent sur 1 s'annule. L'objet 1 est soumis à des forces horizontales, donc les composantes en X doivent s'annuler. Puis il est soumis à des forces verticales, donc les composantes Y doivent s'annuler, le tout simultanément. Regardons les composantes horizontales qui s'annulent, il faut que TA soit égal à Fs. Il faut que la force de frottement, c'est moins F plus TA. Donc il faut que la force de frottement soit égale à TA. On connaît la grandeur de TA, c'est 84,1 newton. En Y, qu'est-ce qu'on sait? Que mon objet est immobile, donc la normale est égale au poids. Okay?
Donc, normal est égal à P1. P1, c'est égal à 22 fois 9,8. Donc, on a N qui est égal à 215,6 newtons. Je vais vite un petit peu, là, mais... OK. Donc, normalement, on ne pourrait pas tirer grand-chose de plus que ça, mais dans la question, on précise que l'objet 1 est sur le point de glisser dans la question ici. Là. OK. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que l'objet 1 soit sur le point de glisser? OK. Mais ça veut dire que, on se souvient, quand on a du frottement statique, si je pousse ou je tire pas fort sur l'objet, le frottement statique va être petit et garder l'objet immobile. Au fur et à mesure que je vais pousser ou tirer de plus en plus fort, la force de frottement statique va devoir devenir de plus en plus grande pour maintenir l'objet immobile. On le remarque ici, là, quand on dit que la force de frottement que ça prend pour garder l'objet immobile, c'est égal dans mon exemple à TA. Okay? Plus j'augmente TA, ben plus je vais augmenter la force de frottement que ça doit prendre pour garder l'objet immobile. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'un objet ne peut pas rester indéfiniment okay, collé à un autre. À un moment donné, la force de frottement statique requise va dépasser Fs max. À ce moment-là, l'objet va décoller. Okay. Nous, ici, on précise que il est sur le point de décoller. Donc, quand on est sur le point de décoller, ça veut dire que la force de frottement requise est directement égale à Fs max. On est vraiment à la limite de ce qu'on peut demander. Puis, on sait par contre c'est quoi l'expression pour comment évaluer Fs max, c'est mu s fois la normale. Donc, dans mon exemple, 84,1 est égal à mu s fois la normale. Donc, ça me permet de trouver mu s qui est égal à 0,39. 0,39. Quelles sont les unités du coefficient? Il n'y en a aucune. On se souvient. Le coefficient, c'est un rapport entre deux forces. Okay? Donc, c'est une constante de proportionnalité, si vous voulez. Donc, la réponse, pardon, à G, ici. Okay. Bon, mais ça va pour ce qui est des objets qui sont en équilibre. Évidemment, comme on précise ici, les objets ne sont pas toujours en équilibre. Okay? Ça arrive en fait assez souvent même que les objets sont en mouvement. Non seulement sont en mouvement, mais leur vitesse va changer. Okay? Donc, on se souvient, si l'objet est constante ou si l'objet est immobile, la force résultante va être nulle. Ça, une façon de s'en rendre compte, ben, c'est assez évident que si vous êtes, on va prendre un exemple simple, ok? Imaginez que vous êtes debout sur le plancher et que vous êtes immobile. Ok? Ben, si on analyse les forces qui agissent sur vous, il y a deux forces qui agissent sur vous. Il y a le poids, donc la terre vous attire. Ça, c'est pas vraiment une question. Okay? S'il n'y avait pas de plancher, vous ne resteriez pas suspendu là. Okay? Vous tomberiez vers le centre de la Terre. Donc, si vous êtes attiré par la Terre, dans la vision de Newton, c'est parce qu'il y a une force qui vous attire vers le centre de la Terre. Cette force-là, on l'appelle le poids. Mais de toute évidence, quand vous êtes immobile à la surface de la Terre, on vient de le dire, vous êtes immobile. Donc, vous n'êtes pas juste soumis au poids de la Terre. Il y a une force qui vous pousse pour vous empêcher de tomber à travers le plancher. C'est la définition d'une force normale. Okay? Donc là, à ce moment-là, si la normale et le poids ont la même grandeur, ben vous allez rester immobile. Votre accélération va être égale à 0. Okay? Qu'est-ce qui se passe si les deux forces n'ont pas la même grandeur? Et là, vous allez ressentir une force résultante différente de 0. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que votre objet va se déplacer de plus en plus vite ou de moins en moins vite. Sa vitesse va changer. Okay? Donc, pour faire varier la vitesse d'un objet, il faut exercer sur lui une force. C'est la seule façon de faire changer la vitesse d'un objet. Si on n'exerce aucune force résultante, différente de 0, sur un objet, ben, ça va être impossible de le mettre en mouvement. Une autre façon de le décrire, c'est une discussion qui est un peu théorique là, ici, là, vous me l'accorderez. Euh, Ça a-tu de l'allure de penser comme ça? Okay? Ben, pourquoi on parle aussi d'un objet qui se déplace à vitesse constante? Okay? C'est quoi la différence entre ça et être immobile? Ben, d'un point de vue dynamique, il n'y en a pas. Okay? Ce qu'on veut dire, c'est que dans les deux exemples, votre objet est en équilibre. Une façon de s'en rendre compte, imaginez, là, tout le monde a déjà pris un ascenseur. Okay? Ben, quand vous prenez un ascenseur, vous montez dans l'ascenseur, les portes se ferment, bon, il ne se passe rien, mais au moment où l'ascenseur accélère,
on va y revenir sur un problème avec un ascenseur un petit peu plus tard, mais vous allez sentir une force, tu sais, sur vos jambes, par exemple. Vous allez sentir que vous êtes un peu plus lourd sur vos pieds ou un peu moins lourd sur vos pieds. Vous allez, pendant une fraction de seconde, sentir une force être exercée sur vous. À ce moment-là, vous pouvez savoir que vous êtes en mouvement. Vous pouvez deviner que vous êtes en train de vous déplacer parce que votre vitesse change. OK? Vous ressentez une force résultante qui vous entraîne vers le haut, vers le bas. Mais à un moment donné, là, quand on est dans l'ascenseur, puis que vous êtes en, je sais pas moi, vous montez 10 étages, des fois ça arrive que tu n'es même plus sûr si tu es en mouvement ou pas. Pourquoi ça, cette impression-là, pourquoi on sent cette impression-là? C'est parce qu'à partir du moment où la vitesse de l'ascenseur est constante, il n'y a plus aucune force résultante qui agit sur vous. Donc, qu'il n'y ait aucune force résultante qui agit sur vous parce que vous êtes immobile, euh, debout sur un plancher, ou qu'il n'y ait aucune force résultante sur vous parce que vous êtes immobile par rapport à un ascenseur qui, lui, est en mouvement. Si l'ascenseur se déplace à vitesse constante, vous ne pourrez pas le savoir. OK? Donc, ça, c'est des expériences de pensée qu'on appelle, qui ont l'air triviales, mais en même temps, qui ont permis à des gens comme Einstein de réfléchir sur la nature profonde de l'espace, du temps, des forces. OK? Euh, Puis Newton aussi avait réfléchi là-dessus avec des expériences de pensée, mais Einstein allait plus loin, là, mais évidemment, on n'étudiera pas vraiment Einstein dans le cours ici, mais juste pour en mentionner quelque chose, Einstein nous dit qu'il n'y a aucune expérience que vous pouvez faire qui va vous permettre de... Supposons que vous êtes dans un ascenseur qui monte à vitesse constante par rapport au sol, ben, Einstein nous montre qu'il n'y a aucune expérience locale. Je reviendrai, je le dis juste par formalisme, là, mais oubliez le local. Il n'y a aucune expérience que vous pouvez faire qui va vous permettre de détecter si vous êtes en mouvement ou pas. OK? Donc, mais bon, c'est vraiment euh, assez abstrait, je vous le concède. Qu'est-ce qui se passe quand quand la force résultante sur l'objet est pas nulle? Mais là, soudainement, sa vitesse va changer. Donc, si sa vitesse change, son accélération devient différente de zéro. Donc, on va généraliser notre condition d'équilibre. Qu'est-ce qui se passe en général? Ben, Newton a étudié très, très systématiquement les forces sur les objets, puis l'accélération qui allait induire ces forces-là. Newton a remarqué qu'il y avait deux paramètres qui influençaient l'accélération. Il y a la force résultante qu'on exerce sur un objet, puis il y a l'inertie d'un objet, sa masse. OK? Donc, Newton a remarqué que l'accélération était proportionnelle à la force qu'on exerce sur un objet. Donc, si vous exercez une force deux fois plus grande sur un objet de même masse, ben l'accélération de cet objet-là va devenir deux fois plus grande. Donc, il a trouvé une relation de proportionnalité entre l'accélération. Il savait que l'accélération était proportionnelle à la force résultante qu'on exerce sur un objet. D'autre part, il a remarqué aussi que l'accélération était inversement proportionnelle. L'accélération subie par un objet à force constante est inversement proportionnelle à sa masse. Donc, plus la masse d'un objet est grande, plus l'accélération résultant sur cet objet-là, pour une même force, va être faible. Donc, on met tout ça ensemble, puis dans un choix approprié d'unité, on peut dire que c'est directement égal à la force résultante sur la masse. Normalement, la deuxième loi de Newton, on a tendance à l'écrire comme la force résultante, c'est m fois l'accélération. Okay? C'est une loi qui est vectorielle. Nous, ici, on le cache en vous donnant tout de suite les deux formules en x puis en y, mais trompez-vous pas, c'est une relation qui est vectorielle, la deuxième loi de Newton. Donc, euh, j'aime piècement mieux, moi, cette formulation-là ici. Okay. Pourquoi? Ben, parce qu'elle sépare les termes cinématiques et dynamiques. Là. Je ne veux pas aller trop dans les détails là, pour pas vous perdre plus que je le fais peut-être déjà. Mais l'accélération d'un objet, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui a rapport avec la vitesse, le déplacement, le mouvement des objets. Donc, là, un objet dont la vitesse change à tel rythme, ben, c'est ça son accélération. On ne se préoccupe pas de savoir c'est quoi les forces qui agissent sur un objet quand on mesure l'accélération d'un objet. Quand vous êtes au laboratoire pour vous mesurer l'accélération du chariot, tout ce que vous avez besoin de connaître, c'est comment varie sa vitesse en fonction du temps. Vous n'avez pas besoin de connaître les forces qui agissent sur l'objet pour mesurer son accélération. À l'inverse, quand on parle de force puis de masse, ben là ici, on parle de concepts dynamiques qui sont distincts de la cinématique. Okay? Donc, que mon objet, à la limite, reste immobile, ben, il y a quand même des forces qui agissent sur ces objets-là. Ces objets-là ont quand même des masses, donc c'est
quantité dynamique qui n'implique pas de comprendre qu'est-ce que c'est que l'accélération. Donc, tu sais, l'accélération, c'est cinématique, force puis masse, c'est des quantités dynamiques. Par convention, plutôt, on est habitué d'écrire comme ça, par exemple. OK? Donc, est-ce que c'est bon? Ben oui, c'est bon, c'est sûr, mais c'est un petit peu plus abstrait. OK? On le remarque ici, par contre, que si à force égale, j'augmente la masse d'un objet, ben, je vais voir que l'accélération va diminuer. Donc, plus la masse d'un objet est grande, plus l'accélération induite sur un objet va être faible. Ben, en fait, c'est comme ça, c'est un peu niaiseux. C'est parce que vous comprendrez aussi, puis on va commencer à faire des exercices dans quelques instants, là, mais c'est tout des. Vous ne pouvez pas prendre une loi puis la séparer des autres lois de Newton. Les lois de Newton du mouvement vont toutes ensemble. Puis c'est quoi la définition de la masse? Ben, la masse, c'est une mesure de l'inertie d'un objet. C'est une mesure de sa tendance à résister à des variations de vitesse. Je sais que c'est une définition super abstraite, mais c'est ça pareil. Donc, plus la masse d'un objet est grande, plus c'est difficile de le mettre en mouvement. Ben, nous, on devrait le voir à l'envers. Plus c'est difficile de mettre un objet en mouvement, plus son inertie est grande, puis la masse d'un objet, c'est juste un chiffre qu'on utilise pour mesurer l'inertie d'un objet, mesurer cette tendance naturelle qu'ont tous les objets à résister à des variations de leur vitesse. Vous réécouterez ça tranquillement, ok? Donc, on dit l'accélération de l'objet est toujours orientée dans la même direction que la force résultante. Ce que ça veut dire en français, c'est que si vous avez par exemple une force comme ça, puis une seconde force comme ça, votre force résultante, la somme vectorielle de vos forces, va être orientée comme ça. Mais nous, on sait que l'accélération subie par l'objet pointerait exactement dans la même direction. Okay. Puis le facteur m, c'est juste le facteur de proportionnalité entre la force résultante et l'accélération. Donc, la nature vectorielle des forces fait en sorte que la force résultante est un vecteur. La force résultante étant un vecteur, ben, l'accélération va pointer dans la même direction que la force résultante. Puis nous, ce qu'on vous dit, ce qu'on va faire, on dit pour résoudre des problèmes, il est toujours utile d'orienter l'axe des x dans le sens d'accélération de l'objet, de façon à ce qu'il y ait une accélération en x, mais jamais d'accélération en y. Donc nous, on va toujours se simplifier la vie en se disant dans quelle direction l'objet accélère-t-il? Parfait, je vais mettre l'axe des x positif dans cette direction-là. Comme ça, je vais toujours avoir, quand j'utilise mon équation, là, ça, on va l'appliquer. Si j'utilise f égale ma, puis que je regarde les composantes, je sais que les forces en x me renseignent sur l'accélération en x, puis les forces en y me renseignent sur l'accélération en y. Mais moi, je vais toujours m'assurer en mettant x positif dans la direction de l'accélération positive, d'avoir une accélération en x qui est égale à ma, qui est égale à a, puis d'avoir une accélération y qui est égale à 0. Okay. Donc, je vais toujours avoir f également en x, puis équilibre en y. Okay. Donc, ça vaut a, puis celle-là vaut 0. Donc, mon accélération va toujours être alignée avec l'axe des x. On va commencer ensuite les exercices. Tout de suite après ça. Donc, si on regarde l'objet 2, les premières applications là, vraiment, vraiment simples de ça, on dit un objet de 2 kg subit une force résultante de 10 newtons, on dit orienté à 0 degré. Quelle est l'accélération subie par cet objet? Donc, on sait que la force résultante, c'est proportionnelle à l'accélération. Donc, si la grandeur de la force résultante qui agit sur un objet est de 10 newtons, puis que la masse de cet objet-là est de 2 kg, mais son accélération va être tout simplement 5 mètres par seconde carré. Elle va être orientée dans quelle direction? Dans la même direction que la force résultante qui est appliquée. Donc, si la force est orientée à 0 degré, ben, l'accélération va être alignée à 0 degré. En B, on vous dit quelle devient cette accélération si on double la force? Ben, si on double la force, comme l'accélération est proportionnelle à la force, si on double la force, on double l'accélération. OK? Sans évidemment modifier la direction. Puis ensuite, quelle devient l'accélération si on double la masse à force de 10 newtons? On applique une force de 10 sur un objet qui fait maintenant 4 kg. Donc l'accélération va être 10 sur 4
2,5. Donc la moitié de l'accélération qu'on avait en B. Ok, j'ai doublé la masse, j'ai donc réduit l'accélération de moitié. Donc c'est 5, c'est 10, c'est 2,5 mètres par seconde carré. À la question 3, on dit dans la situation suivante, la tension est de 50, le frottement 20, la normale 245. Quelle est la composante X de l'accélération? Donc ici, dans le fond, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'il faut qu'on s'assure que euh, de mettre un système d'axe XY. Okay, donc c'est ce qui manque. On va mettre XY comme ça. Donc on sait que la somme des forces en X va me donner M fois l'accélération en X. Donc quelle est la composante X d'accélération? Quelles sont les forces qui ont des composantes en X? T et FC. Donc j'ai T qui tire vers les positifs, FC qui tire vers les négatifs. Donc vous remarquez que c'est le même exercice qu'on faisait dans les forces en équilibre. On pose notre condition, notre principe physique. Dans le cours précédent, c'était les forces en équilibre. Maintenant, ce qu'on dit, c'est juste F égale M. C'est une généralisation pour des cas où A n'est pas égal à 0. Mais après, qu'est-ce qu'on faisait? On se disait, bon, mais quelles sont toutes les forces qui ont des composantes en X? Ben ici, j'ai la tension, puis j'ai le frottement, qui mesure respectivement plus T, puis moins FC. Euh, donc, nous, dans la question, on précise que la force de frottement fait, la tension fait 50, puis le frottement fait 20. Donc, j'ai 50 moins 20. La masse de l'objet, c'est 25 kg. Mais son accélération en X va être égale à 30 divisé par 25, donc à 1,2 mètres par seconde carré. Donc 1,2 mètres par seconde carré. On dit en B, pardon, quelle est la composante Y de l'accélération? Donc en B, je vais regarder la somme des forces en Y, qui va me donner M fois l'accélération en Y. Donc, quelles sont les forces qui ont des composantes en Y? La normale vers les positifs, le poids vers les négatifs. La normale fait 245 newtons, c'est donné dans la question. Le bloc a un poids de 25 fois 9,8. 25 fois 9,8, ça donne 245. Donc 245 moins 245, 0. Donc Y est égal à 0. Okay, mon objet n'a aucune accélération en Y. C'est comme arrangé avec le gars des vues entre guillemets. Okay? Donc je voulais moi avoir un objet dont l'accélération est orientée directement le long de l'axe des X, okay, qui n'a aucune composante en Y. Puis en C, quelle est la grandeur de l'accélération du bloc? Ben, mon vecteur A mesure 1,2 parce que j'ai une composante horizontale qui fait 1,2 puis j'ai pas de composante en Y normalement. Okay, j'aurais une composante en Y ici. Ça, je trouverais A avec Pythagore. Mais mon côté Y ici mesure 0. Donc l'accélération mesure directement à X, mesure 1,2 mètres par seconde carré. Dans l'exemple que j'ai ici. Okay. D, c'est un exemple plus intéressant. On vous dit, je parlais des ascenseurs tantôt. On dit Jules, dont la masse est de 75 kg, se tient debout dans un ascenseur. Tracez les forces qui s'exercent sur Jules. Donc, Jules est debout dans un ascenseur. Il y a deux forces qui agissent sur Jules. Jules est soumis à la gravité terrestre, donc il va être attiré par le poids. Puis, comme il est debout sur le plancher va exercer une force normale contre ses pieds. Pardon, il manque un système d'axe. Mais là, ici, c'est pas clair parce qu'on ne dit pas dans quelle direction il se déplace, mais posons les X positifs vers le haut. Calculez en B la grandeur de la normale que le plancher de l'ascenseur exerce sur Jules quand l'ascenseur est immobile. Donc, si l'ascenseur est immobile, Jules est en équilibre. Si Jules est en équilibre, ben, la normale est égale au poids. Jules a un poids qui fait 75 fois 9,8. Donc, la normale fait 735 newtons. Okay. En B. Donc, qu'est-ce que ça représente? Comment on mesure ça? Ben, monter sur une balance.
ok, dans l'ascenseur. Mettez une balance sur le plancher de l'ascenseur, puis montez sur la balance. Quand l'ascenseur est immobile, la balance va indiquer quoi? La balance, elle indique, on se souvient, je n'ai déjà parlé, ça fait longtemps, là, mais je reviens là-dessus. La balance, elle n'indique pas la grandeur de votre masse. Ok? La grandeur, la balance, qu'est-ce qu'elle fait concrètement, la balance? Ben, quand vous êtes sur une balance, par exemple, je sais pas moi, une balance comme dans votre salle de bain, là, ok? Il y a un plateau sur la balance, ok? Puis il y a des pattes en dessous. Vous montez sur le plateau, ça va écraser. Une des façons que ça fonctionne, par exemple, là, je veux dire, il y a plusieurs façons concrètement de le faire, mais à la base, c'est tout le temps le même principe. Donc, vous allez écraser la balance. La balance, elle, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est qu'elle va exercer une force pour vous maintenir immobile, puis elle va mesurer la grandeur de la force qu'elle doit exercer pour vous maintenir en équilibre. Donc, vous appuyez sur la balance va réagir en appuyant sur vous, puis elle va mesurer la grandeur de la force qu'elle doit exercer sur vous pour vous maintenir immobile dans ce cas-là. Donc, elle mesure une force, la balance. Ce qu'elle fait par contre, c'est que pour afficher votre masse en kilogrammes, votre balance est faite pour être utilisée à la surface de la Terre. Donc, elle mesure la grandeur de la force, elle la divise par 9,8, puis elle va, comme ça, vous donner la masse de l'objet que vous avez déposé dessus. Donc, à la base, les balances mesurent des forces. Okay? Puis, ils mesurent plus spécifiquement la force normale. Okay? Pourquoi on dit ça? Ben, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience ou vous l'essayerez, là. Je veux dire, intuitivement. Euh, vous êtes dans une voiture, là, puis vous passez vite sur le sommet d'une montagne. Là, ok? Vite. Genre, où vous allez dans le monstre à la ronde. Ok? Mettons. Dans une montagne russe. Quand vous êtes dans une montagne russe, puis que vous pognez un creux comme ça, vous sentez que vous écrasez dans votre banc. Ok? Donc, c'est sûr que si je mettais une balance entre vos fesses puis le banc, quand vous êtes dans le creux comme ça, vous allez sentir un poids plus grand. La balance va indiquer un poids plus grand. Pourquoi? Ben parce que on va voir les détails spécifiques de ça en physique mécanique, là, mais intuitivement, c'est que si vous voulez que l'objet tourne vers le haut, il faut pousser sur lui pour le forcer à monter. Donc la balance va réagir en poussant plus contre vos fesses pour vous forcer à remonter. Donc la balance va indiquer une plus grande force que votre poids. Donc elle va mesurer la force normale. Donc la grandeur de la force affichée sur la balance va changer. Ok? Donc la grandeur de la normale va changer elle aussi. En C, on donne un exemple. Supposons que l'ascenseur subit une accélération de 2 mètres secondes carré vers le haut. Ben, qu'est-ce qui se passe? Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on veut que Jules accélère vers le haut maintenant. OK? Ben, si le poids et la normale ont toujours des grandeurs égales, il y a pas moyen de faire apparaître une force résultante vers le haut. OK? Donc, moi, je veux que Jules ait une accélération vers le haut. OK? De 2 mètres par seconde carré. Mais c'est sûr que si le poids puis la normale restent égales, j'aurai jamais une force résultante vers le haut. Donc nécessairement, intuitivement, je dois avoir une force normale plus grande que le poids vers le bas. De façon à ce que quand j'additionne la normale puis le poids, ben, il me reste une force résultante qui pointe vers le haut. Ok? C'est cette force résultante-là qui va être proportionnelle à l'accélération. Donc dans mon exemple, j'ai normal positif, poids négatif. La normale va être égale au poids plus la masse fois l'accélération. Ok. Donc, dans notre exemple, le poids de l'objet, c'est 735 plus 150. Donc, la normale serait égale à 885 newtons. Donc, si vous êtes debout dans l'ascenseur, vous allez sentir que vous êtes plus pesant pendant une fraction de seconde. Quand l'ascenseur accélère vers le haut, soudainement, la force normale exercée par le plancher va être plus grande. Vous allez sentir que vous êtes plus lourd, entre guillemets. Mais c'est une illusion. La Terre, elle vous attire pas plus. Qu'est-ce qui se passe? Vous sentez que vous êtes plus lourd parce que le plancher pousse plus fort contre vos pieds, tout simplement. Puis pour rester en équilibre, il faut que vos jambes exercent une plus grande force sur le plancher. Ok? On dit en D, calculer la grandeur de la normale si l'ascenseur subit une accélération de 2 mètres secondes carré vers le bas maintenant. Donc si l'accélération est orientée vers le bas, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous avez encore Jules, maintenant qui accélère vers le bas. Donc on va mettre l'accélération vers le bas. Intuitivement,
qu'est-ce qui doit se produire? Ben, le poids doit être plus grand que la normale. Parce qu'encore une fois, si le poids et la normale avaient des grandeurs égales et des directions opposées, Jules demeurerait immobile ou se déplacerait à vitesse constante. Jules serait en équilibre. Ici, on précise que Jules n'est pas en équilibre, qu'il accélère vers le sol. Ça veut dire que nécessairement la force qui tire vers le sol doit être plus grande que la force qui retient vers le haut. Donc, l'accélération pointe vers le sol. Si on applique F égale ma, quelle est la grandeur quelles sont les forces impliquées ici? Ben, le poids tire vers les x positifs maintenant. Puis la normale tire vers les x négatifs. Donc, si j'isole la normale, donc j'envoie la normale de l'autre côté, je ramène MA ici. Normale est égal à P moins MA. Donc, mon poids est toujours de 735 newtons. M fois A, c'est 2 fois 75 fois 2. Donc, la normale est égale à 585 newtons. Donc, dans le fond, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on vient de construire un appareil qui permet de déterminer des accélérations. Okay, on appelle ça un accéléromètre. Juste en comparant, si vous connaissez par exemple le poids d'un objet quand l'objet est immobile, dans notre exemple 735 newtons, vous êtes capable de déterminer dans quelle direction il accélère puis avec quelle accélération il subit. Parce que si la force que votre appareil exerce est plus grande que le poids, vous savez que c'est parce que l'objet accélère vers le haut. Si la force que l'appareil exerce est plus petite que le poids, c'est que l'objet accélère vers le sol. Donc, c'est un accéléromètre. Donc, c'est une façon de déterminer l'accélération d'un objet. C'est le principe derrière dans les téléphones cellulaires quand vous avez vous êtes capable de mesurer des accélérations. Okay? Donc, vous ne pouvez pas mesurer la vitesse d'un objet. Ce que vous pouvez mesurer, c'est vous pouvez mesurer comment varie la vitesse de cet objet-là, par contre. On dit en D, calculer la. Ben non, excusez, ça c'était C. Ici, c'était pas B. Okay. On dit en D. Non, non, c'était D. Ah oui, non. Okay, je suis une couple de lettres en retard. En E, calculer la normale que le plancher exerce sur Jules si la vitesse est constante et de 3 mètres par seconde. Ben, si la vitesse est constante, l'accélération est nulle. Okay? On se souvient, l'accélération, c'est le taux de variation de la vitesse. Donc, si ma vitesse est constante, la vitesse ne varie pas. Donc, l'accélération est égale à 0. Mais si l'accélération est égale à 0, qu'est-ce que je retrouve? Je retrouve exactement la même situation que si mon objet est en équilibre. Donc, c'est pour ça qu'on précise, si un objet est immobile ou s'il se déplace à vitesse constante en ligne droite, il y a dans les deux cas aucune force résultante qui agit sur lui. Dans les deux cas, ça va être le même effet ressenti par la personne. Donc, vous ne pouvez pas vous douter que vous êtes en mouvement si vous vous déplacez à vitesse constante par rapport au sol. Puis ça, des expériences qui... Je vous parlais plutôt de dans un ascenseur fermé. Si l'ascenseur se déplace à vitesse constante puis qu'il n'y a pas moyen de voir à l'extérieur, vous ne pouvez pas savoir que vous êtes en mouvement. Vous ne le sentez pas, tout simplement. Okay? Puis pensez-y une seconde. Vous y repenserez la prochaine fois que vous serez dans un ascenseur, vous penserez à moi. Là. Quand l'ascenseur se déplace à vitesse constante, c'est impossible de deviner que vous êtes en mouvement. Quand vous êtes en avion, OK? Quand vous êtes en avion puis que vous décollez ou que vous montez rapidement, que vous faites subissez des variations de vitesse, là, vous allez détecter des forces qui vont être exercées sur vous. Souvent, ça va être par exemple votre dossier qui va vous pousser vers l'avant pour vous entraîner avec l'avion quand vous décollez. Ça peut aussi être votre siège qui vous pousse vers le haut quand vous êtes en train de monter. Mais à partir du moment où vous atteignez une altitude de croisière puis vous volez à vitesse constante, vous avez beau vous déplacer à 7, 8, 900 km/h, vous ne sentez pas que vous êtes en mouvement quand vous êtes dans un avion qui se déplace à vitesse constante. Donc, tout ça, c'est des notions qui sont rattachées à l'inertie, aux lois de Newton. On va y revenir, vous penserez un petit peu à tout ça. OK? Exemple suivant, on dit vous appliquez une force constante de 100 newtons sur un traîneau de 50 kg en tirant sur lui avec une corde qui fait 30 degrés avec l'horizontale, tel qu'illustré ci-contre. Tracez les forces qui s'exercent sur le traîneau. Okay? En fait, on va y aller pour tracer le traîneau. Vous remarquez comment j'aime ça tracer des traîneaux qui sont tous pareils. Moi, mes objets, là, c'est jamais bien compliqué. Hein? C'est toujours des cubes, okay? Ou des carrés ou des rectangles. Donc, tracer les forces qui agissent sur cet objet-là. Vous en avez
bon, on dit s'il n'y a pas de frottement, s'il y a du frottement. Donc, mettons, en premier, il n'y a pas de frottement. Donc, vous avez le poids qui tire vers le centre de la Terre. Vous avez la force normale qui est exercée par le sol pour empêcher la caisse de passer à travers le sol. Puis, vous avez une force ici qui fait 100 newtons. C'est une force externe, donc on va utiliser F0. Moi, j'ai tendance à utiliser F avec un petit indice 0 pour indiquer que c'est une force externe. Okay. Fait 100 newtons à 30 degrés de l'horizontale. Donc, si on trace un axe horizontal, quelle composante Y de l'accélération? Donc, en fait, ici, la question qu'on doit se poser, c'est dans quelle direction l'objet va-t-il accélérer? Okay. Bien, vous avez beau tirer en diagonale, là, si vous ne tirez pas trop fort, l'objet va glisser sur la table, sur le plan, sur le sol. Donc, l'accélération de l'objet va être alignée avec le plancher. Okay? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir orienter X positif dans la direction de l'accélération positive, puis on va mettre Y perpendiculaire à X. De cette façon-là, quelle est la composante Y de l'accélération? Ben, il n'y en aura pas. Okay? L'accélération Y va toujours être égale à 0. Donc, ça, si on y revient, si j'applique la deuxième loi de Newton à cet objet-là, en théorie, j'aurais somme des forces en X égale M fois AX, somme des forces en Y égale M fois AY, mais moi, j'ai toujours AX égale à A, puis AY égale à 0. Donc, j'ai toujours somme des composantes en X est égale à MA, somme des composantes en Y égale à 0. Équilibre en Y, accélération en X. Okay? Donc, quelle est la composante Y? 0. Calculer la grandeur de la normale sur le bloc. Donc, comment je peux faire ça? Ben, premièrement, je vais regarder, la normale est le long de l'axe des Y. Donc, je vais aller regarder quelles forces ont des composantes en Y. Donc, j'ai trois forces qui ont des composantes en Y. J'ai la normale qui tire vers les positifs. J'ai une partie de ma force externe qui tire vers les Y positifs aussi. Donc, la composante Y de ma force externe. J'ai le poids qui tire vers les négatifs. Donc, j'ai la normale qui est égale à P moins F0Y. Ah, ben je dois décomposer mon vecteur F. Okay, mon vecteur F est un vecteur qui fait 100 newtons orienté à 30 degrés. Excusez. Donc ça c'est Fx, ça c'est Fy. Donc Fy c'est relié au sinus au côté opposé à 30, donc c'est le sinus de 30. Donc F0Y est égal à 100 fois sinus de 30, 50 newtons. Le poids de l'objet, le poids est une caisse, un chariot de 50 kg. Donc 490 newtons. Donc la normale est égale à quoi? 490 moins 50. Normale égale à 440 newtons. En D, quelle est l'accélération du traîneau s'il n'y a pas de frottement? Bon, ben là, je sais que l'accélération, elle apparaît dans les forces en X. Donc, s'il n'y a pas de frottement, okay, en D, somme des forces en X également. Quelles sont les forces qui ont des composantes en X? Je n'ai qu'une seule force qui a une composante en X, puis c'est F0X. C'est la composante de la tension le long de l'axe des X qui m'entraîne. Là, vous remarquez, il n'y a plus de force qui annule dans l'autre direction. C'est quoi la grandeur de F0X? Ben, F0X va être relié au cosinus de 30. Donc, cos de 30 est égal à F0X sur F0. Donc, F0X est égal à 100 fois cos de 30 est égal à 86,6 newtons. Donc, 86,6 est égal à 50 multiplié par l'accélération. L'accélération est de 1,73 mètres par seconde carré. En E, on dit qu'est-ce qui se passe si on a un coefficient de frottement cinétique de 0,15? Ben, en E, si on a du frottement, pardon, du frottement cinétique, ce que ça va changer, c'est que ça va changer.
On va ajouter une force supplémentaire. OK? On va ajouter une force de frottement cinétique à ce moment-là, qui s'oppose au glissement de l'objet, qui est perpendiculaire à la normale. Donc, si je viens regarder somme des forces en X, est égal à M fois A, j'ai deux forces, donc j'ai F0X qui tire vers les positifs, puis j'ai le frottement qui tire vers les X négatifs. C'est quoi la grandeur de F0X? C'est 86,6. C'est quoi la grandeur de la force de frottement? Ah, ben la force de frottement FC, c'est mu C fois la normale. Donc c'est 0.15 multiplié par 440. Donc c'est 66 newtons. Donc j'ai 20, j'ai 20 tout simplement. 20,6 est égal à 50 A. A est égal à 0.412 mètres par seconde carré. Donc, en introduisant du frottement, j'ai une force qui tire dans l'autre sens. Donc, j'ai une accélération plus petite. Donc, j'ai plus juste, j'avais 1.73 sans frottement. C'est sûr que s'il y a du frottement, ça va être plus difficile de faire accélérer l'objet. Son accélération, on l'observe, elle descend à 0.4 mètres par seconde carré. Exercice numéro 6. Donc, dans l'exercice numéro 6, justement, je reviens sur ce qu'on discutait dans le cas de l'ascenseur. On dit un étudiant mesure l'accélération d'un ascenseur en utilisant un dynamomètre à ressort, essentiellement une balance. On dit elle attache le dynamomètre au plafond de l'ascenseur et y suspend une masse. Quand l'ascenseur est au repos, le dynamomètre indique 98 newtons, 93 quand l'ascenseur se déplace. Tracez les forces qui s'exercent sur la masse suspendue. Donc, on a ici une masse suspendue. Puis il y a deux forces qui agissent sur celle-ci. Quelles sont les forces qui agissent sur la masse suspendue? Vous avez le poids. Ici, c'est pas une tension vers le haut, c'est vraiment une. Pardon, c'est pas une normale, c'est une tension. OK? Donc, peu importe, l'important c'est qu'il y ait une force vers le haut. Ici, c'est la tension dans la corde qui est là. OK? Donc, nous, ce qu'on sait en B, on va y revenir pour la direction de l'accélération. On dit on a une force quand on est au repos, le dynamomètre indique 98 newtons. Donc, quand l'objet est en équilibre, on a un poids moins tension égale à 0. On a le poids qui est égal à la tension. La tension est de 98 newtons. Donc, notre objet a un poids de 98. Comme c'est m fois 9.8, on peut en conclure que la masse de l'objet est de 10 kg. OK. Donc, à l'équilibre. On dit quelle est l'accélération de l'ascenseur et dans quelle direction est-ce qu'il va. Bon, qu'est-ce qu'on a comme information? Quand il se déplace, la tension devient 93 newtons. Le poids ne changera pas. Donc, j'ai une force de 98 vers le bas, puis j'ai une force de 93 vers le haut. Dans quelle direction l'objet va accélérer? Bien, il va accélérer vers le bas, parce que la force qui tire vers le bas est plus grande que la force qui retient vers le haut. Donc, quand je vais appliquer F égale ma, puis c'est important de mettre X positif dans la direction de l'accélération positive, je vais avoir poids moins tension est égal à M fois A. Donc, 98 moins 93 est égal à M fois A. Donc 5 est égal à 10A. A est égal à une demi. Là, j'ai trouvé une accélération positive. Okay, pourquoi? Ben, tout simplement parce que j'ai supposé que l'accélération était vers le bas. Okay? Donc, X est positif dans la direction de l'accélération positive. J'ai trouvé une quantité positive pour l'accélération. Supposons que je m'étais trompé, puis que j'avais mis X positif vers le haut. Okay? L'accélération vers le haut. J'aurais eu quoi? Okay, comme, ça, je vous en parle juste pour vous convaincre. Là, okay? Donc, supposons que je refais le même exercice, mais que, oups, moi, je me trompe, là, je lis vite, puis je pense que l'accélération est vers le haut. Donc, je pose somme des forces est égal à ma. Donc, les forces, moi, j'aurais A, mais T serait positif, P serait négatif. T fait 93, P fait 98, moins 5 est égal à MA, A est égal à moins 0.5.
mètres par seconde carré. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, mais ça veut dire que je me suis trompé. OK? Mon accélération n'est pas positive, elle est négative. Donc, mon accélération pointe dans l'autre direction. Donc, ça vient corriger. OK? J'ai pas le choix. L'accélération pointe vers le sol indépendamment du choix de système d'axe que j'ai fait. OK? Question 7. Un garçon descend sur une luge le flanc d'une colline enneigée sans frottement. Le garçon et la luge font 50 kg. La caisse est orientée à 30 par rapport à l'horizontale. Tracez les forces qui s'exercent sur le garçon. Donc, vous avez un garçon sur une luge, sur un plan incliné. Quelles sont les forces qui agissent sur lui? Vous avez le poids. Là, faites attention, le poids tire toujours vers le centre de la Terre. Donc, qu'on soit sur un plan incliné ou pas, le poids tire toujours vers le centre de la Terre. La Terre, elle vous tire dessus, elle se fout complètement que vous soyez sur un plan incliné ou que vous soyez sur un plan horizontal. Elle va toujours vous attirer de la même façon quand même. Vous avez quoi? Une force normale aussi qui est perpendiculaire aux surfaces qui sont en contact. Dans quelle direction le garçon va-t-il accélérer? Ben, il va accélérer le long du plan incliné, là, voilà, comme ça. Okay? Donc, il va accélérer le long du plan incliné. Okay? Donc, il va falloir que je trace l'accélération. Moi, je vous suggère de tracer l'accélération en premier. Donc, mon objet accélère dans cette direction-là. Puis ensuite, placez votre système d'axe avec X positif dans la direction de l'accélération positive. Puis après, tout ce qui me reste à faire, c'est poser F égale ma. Okay? Donc, somme des forces est égale à M fois l'accélération. Moi, je veux juste regarder les composantes en X. Okay? Donc, somme des forces en X est égale à MA. Quelle est la seule force qui a une composante en X? C'est P. Okay? C'est PX ici. Donc, vous vous souvenez comment décomposer le vecteur P. Donc, si j'ai mon vecteur P, ça, je le fais très rapidement, là, parce que je l'ai déjà fait. Okay? Si j'ai P sur un plan incliné à 25, 30 degrés ici, je trace une droite ici perpendiculaire. Excusez, là. Donc, ça fait 30 degrés aussi. Donc, le sinus de 30 est égal au côté opposé sur l'hypoténuse. Donc, Px, c'est P fois sinus de 30. Donc, P, c'est Mg, c'est P fois sin de 30. P, c'est M fois G. Ce qu'on remarque, je peux diviser par M de chaque côté de l'équation. Okay? Donc, la réponse ne dépend pas de la masse de l'objet. Donc, l'accélération d'un objet sur un plan incliné ne dépend pas de la masse de cet objet-là. C'est un peu contre-intuitif, mais pas tant. On va y revenir ça aussi pas mal en détail. 9,8 fois sinus de 30 qui vaut 4,9 mètres par seconde carré. Donc, c'est pas trop compliqué. S'il y avait eu du frottement, évidemment, ça l'aurait réduit. Ça, là, le frottement, ben, si on avait eu, pardon, du frottement, ça aurait réduit l'accélération ici. Donc ça va pour des objets seuls. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez plusieurs objets, okay, comme dans l'exemple ici où on en a deux qui sont attachés l'un à l'autre. Ben, en deux, la démarche est faite pas mal en détail. Euh, Moi, ce que je repasserai. Oh, je vais le faire avec vous là, ok. Donc, on va tracer séparément l'objet 1 puis l'objet 2 avec les forces qui agissent sur chacun d'eux. On va regarder. C'est ça ici qui serait différent. Donc, moi, sur le bloc 1, OK? Puis je vais le réécrire moi à ma façon. C'est pas que c'est pas ma façon de faire ici, mais c'est une façon que je trouve pas la plus pratique, là. OK? Donc ici, je dirais somme des forces en X sur le bloc 1 donne la masse du bloc 1 fois son accélération. Donc, quelques remarques. Je regarde les forces qui agissent sur le bloc 1. Ben, ça va me renseigner sur l'accélération du bloc 1. Mais c'est quoi la masse que je mets ici? C'est pas la masse des deux. Je regarde les forces qui agissent sur le bloc 1. Donc, je vais mettre la masse du bloc 1. Je devrais probablement mettre un indice 1 ici sur le M là, pour être sûr qu'on comprenne ça. Donc, quelles sont les forces qui ont des composantes en X sur 1? Ben, j'ai la tension qui tire directement vers les X positifs. Donc, j'ai plus T. Puis, j'ai une partie de P1 en X qui tire vers les négatifs. Donc, j'ai moins P1X égal à M1A. Donc, j'aurais T moins, ça c'est M
M1 fois G fois sin de 35. Sin de 35 en fait. OK. Est égal à M1 fois A. Donc là, je ne connais pas T et je ne connais pas A. OK? M1, c'est 0,2 kg. Donc 0,2 fois 9,8 fois sin de 35, tout ça, je connais ça. OK? Donc c'est 0,2 fois 9,8 fois sinus de 35 est égal à 0,2 fois A. T moins, tout ça, ça vaut, c'est donné dans la question ici, 1,12 est égal à 0,2 A. J'ai deux inconnus. Je vais avoir donc besoin d'une deuxième équation. Je vais aller regarder les forces qui agissent sur le bloc 2. OK? Donc, somme des forces sur le bloc 2 le long de l'axe des X me donne M2 fois son accélération. Quelles sont les forces qui ont des composantes en X sur le bloc 2? Ben, j'ai le poids qui tire vers les X positifs. Puis, j'ai la tension qui tire vers les X négatifs. Le poids de l'objet 2, c'est 0,2 fois 9,8 est égal à 0,2 fois A. Donc, voilà ma deuxième équation. Okay. Donc, j'ai deux équations. Comment je résous ça? Ben, je vais juste recopier les deux. Donc, j'ai T moins 1,12 est égal à 0,2A. Ça, c'est mon équation 1. Mon équation 2, c'est 0,2 fois 9,8 qui donne 0,49. 1,96, pardon. OK. Donc, 1,96 moins T est égal à 0,2A. Donc, comment résoudre ça? Là, j'ai mes deux équations avec mes deux inconnus. Il y a plusieurs façons de le résoudre. Moi, la façon que je trouve la plus simple, dans des exemples comme ça, si j'avais A est égal à A, qui est essentiellement ça, puis B est égal à B, qui est ça, mais j'ai le droit de dire que A plus B est égal à A plus B. C'est aussi vrai. OK? Donc, si j'ai 2 égale 2, 3 égale 3, j'ai 5 égale 5. C'est vrai. Donc, ce que je peux faire, c'est que je peux additionner les côtés gauche ensemble. Donc, j'aurais T moins 1,12 plus 1,96 moins T. Donc, j'additionne tout ce que j'ai à gauche. Puis, je me suis égal à, à la somme de tout ce que j'ai à droite. OK? Pourquoi ça marche? Ben, c'est parce que là, ce qu'on remarque, c'est que T disparaît. J'ai plus T moins T. OK? Donc, il me reste 1,96 moins 1,12 qui est 0,78. 0,84, pardon. OK. Est égal à 0,4A. Donc, A est égal à 2,1 mètres par seconde carré. Donc, c'est la même démarche que j'ai ici. Là. Pour trouver la tension, après, ben, j'ai deux relations. Je sais, par exemple, si je prends ma relation qui est ici puis que je veux trouver T, ben, j'ai T qui est égal à 0,2A plus 1,12. Donc, T est égal à 0,2 fois 2,1 plus 1,12. Je trouve une tension qui est égale à 1,54 Newton. Donc, j'ai trouvé mes deux inconnus. OK? Donc, je fais les sommes, les forces horizontales sur un, les forces horizontales sur l'autre. J'additionne mes deux équations, je trouve A. Après, je reviens puis je trouve T. Puis, pour terminer, on a l'exemple numéro 8 où on vous demande de faire ça. On dit deux blocs de masse différentes sont suspendus aux extrémités d'une corde qui passe par une poulie. Un bloc de 5, un bloc de 3. On dit la tension dans la corde est-elle plus petite, plus grande ou égale au poids de l'objet 1. Donc, premièrement, ce qu'on sait, c'est qu'on a une seule corde. Donc, la tension est la même partout dans cette corde-là. OK? Je vais faire les forces qui agissent sur chacun de ces objets-là. Donc, si je regarde l'objet 1, puis l'objet 2. OK. Donc, ça c'est 1, ça c'est 2. Sur 1, j'ai le poids de l'objet 1 qui tire vers le bas, puis la tension vers le haut. Sur 2, j'ai le poids de l'objet 2
qui tire vers le bas, puis j'ai la tension qui tire vers le haut. Donc, dans quelle direction le poids de l'objet 1 c'est 5 kg, puis lui c'est 3 kg. Donc le poids de l'objet 1 c'est 49 newtons, 5 fois 9,8. Le poids de l'objet 2 c'est 29,4 newtons, poids de l'objet 2. Donc là, ce qu'on vous demande, c'est est-ce que la tension dans la corde est plus grande, plus petite ou égale au poids de l'objet 1? Bien, intuitivement, mettez un objet de 5 kg puis un objet de 3 kg, puis lâchez ça. Qu'est-ce qui va se passer? L'objet le plus lourd va tomber, va entraîner l'objet le plus léger vers le haut. Donc, je m'attends à ce que mon objet de 5 kg accélère vers le sol pendant que l'objet accélère vers le haut ici. Donc, je vais mettre X positif par là, puis je vais mettre X positif par ici. OK? Pardon. Ce que j'aimerais préciser, c'est est-ce qu'on a affaire à deux accélérations différentes pour les deux objets? Bien, comme dans l'exemple précédent, les deux objets vont avoir la même accélération. La corde, elle ne s'allonge pas, elle ne se raccourcit pas. Donc, si l'objet 1 bouge d'1 mètre, l'objet 2 bouge de 1 mètre lui aussi. Comme ils font le même déplacement dans le même temps, leur vitesse est toujours la même, leur accélération est toujours la même. Donc, les objets 1 et 2 ont la même accélération, tant que la corde ne change pas de longueur. Ceci étant dit, est-ce que P1, comment P1 se compare à T? Comment T se compare à P1? Bien, si je passe un petit peu, je veux que mon objet accélère vers le bas. Donc, il faut nécessairement que P1 soit plus grand que la tension vers le haut, afin d'avoir une force résultante sur l'objet 1 qui tire vers le bas. Donc, sur le bloc 1, la tension dans la corde n'a pas le choix d'être plus petite que le poids de l'objet 1. OK? Parce qu'on doit avoir une force résultante qui me tire vers le sol. En B, c'est le contraire. Okay? Donc en A, c'est est plus petite parce que j'ai besoin d'une force résultante qui pointe vers le sol. En B, c'est le contraire. En B, je vais avoir un objet qui monte. Donc, il faut nécessairement que la tension soit plus grande que le poids. Okay? Parce que je veux une force résultante vers le haut. Donc, il faut que la tension soit plus grande que le poids de l'objet 2. On dit déterminer l'accélération des deux blocs. Ben, j'en ai face à côté. Donc, on va faire la somme des forces en X sur l'objet 1. C'est égal à M1 fois A. Donc, quelles sont les forces sur 1? J'ai P1 positif, T négatif. Plus P1 moins T. P1, c'est M1G moins T est égal à M1A. Donc, je vais laisser ça de façon algébrique comme ça. OK? Je sais que vous n'aimez probablement pas trop ça, là, mais je vais vous montrer des petits trucs avec ça dans quelques secondes. Puis ensuite, on va faire la même chose sur l'objet 2. OK? Somme des forces en X sur l'objet 2, c'est M2 fois A. Donc, quelles sont les forces? Bien, la tension est positive, puis le poids de l'objet 2 est négatif. Donc, j'ai T2. Excusez. Bon, ça faisait longtemps. OK. Donc, T moins P2 est égal à M2A. P2, c'est égal à M2 fois G. Donc, M2 puis G, je connais. M1 puis G, je connais. Donc, j'ai T et A comme inconnus dans les deux relations. OK. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste réécrire ça ici. Puis, je vais écrire en dessous T moins M2G est égal à M2A. Puis, je vais additionner les côtés gauche ensemble, additionner les côtés droit ensemble. Donc, il me reste quoi? M1G moins T plus T moins M2G est égal à M1A plus M2A plus T moins T. Donc, je vais mettre, juste au niveau de l'organisation, je vais mettre G en évidence. Puis ici, je vais mettre A en évidence. Puis moi, ce que je veux, c'est de l'accélération. Donc, l'accélération est égale à quoi? M1 moins M2 sur M1 plus M2 multiplié par
G, qui est 9,8. Donc, appliqué à mon exercice ici, la masse du bloc 1, c'est 5, celle du bloc 2, c'est 3. Je trouve une accélération de 2 sur 8, donc un quart de 9,8, donc 2,45 mètres par seconde carré. Puis en D, on voudrait trouver la tension. Ben, pour trouver la tension, par exemple, je vais prendre la relation ici qui dit que T, c'est M2A plus M2G. Donc 0,2 fois 2,45 plus 0,2 fois 9,8. On trouve une tension T qui est égale à 36,75. Non, excusez, c'est pas 0,2 la masse de l'objet 2. Je suis encore dans la question précédente. C'est 3. Donc ça fait 3 fois 12,05. 12,25. Ok, là j'essaye d'aller trop vite. Donc T est égal à 36,75 newton. Je trouverais la même chose si je la calculais à partir de l'autre équation. Donc si je prenais cette relation-là pour évaluer T, je trouverais la même chose. Pourquoi je vous disais que j'amène des solutions comme ça qui sont plus générales? Ben, ça me permet de dire qu'est-ce qui se passe si M1 et M2 ne sont pas de 5 et de 3. Okay? Mettons que M1 et M2 sont pareils, que j'ai deux blocs de 5 kg. Ça va être quoi l'accélération? 5 moins 5 divisé par 10, 0. Mon système n'accélérera pas. C'est sûr, si j'ai deux blocs de même masse, ça va rester en équilibre. Okay? Ou à l'inverse, si M2 était plus grand que M1, qu'est-ce que je verrais? Je verrais que M1 moins M2 serait une quantité négative. 5 moins 10 fait moins 5. Ça veut dire que l'accélération serait négative. Mais moi, j'ai supposé que l'accélération était positive dans le sens que lui descend puis lui monte. Si je calcule puis je trouve une accélération négative, ça veut dire que dans le fond, lui descend puis lui monte, ce qui est aussi cohérent avec ce que j'observe. Donc, vous remarquerez, il y a eu pas mal de stock aujourd'hui. Là. Vous écouterez ça. Vous essayerez de faire les exercices plus tête à tête reposée un petit peu. Là. Donc, c'est important d'être capable, vous, de refaire les exercices sans moi. OK? Puis, vous jetterez un coup d'œil. Je vous invite à me poser des questions dans le prochain cours. Envoyez-moi des questions par courriel. Envoyez-moi pardon, des questions comme vous le voulez. Mais on va s'arranger pour que je vous aide le plus que je peux. En attendant, travaillez fort, puis on se revoit prochainement.